je pense qu'il faut toujours parler de son premier professeur. Quelle que soit la façon dont on soit séparé, quelles que soient les différences entre son aikido et l'aïkido qu'on développe maintenant, le premier professeur, c'est très important. Au Japon, on dit le premier professeur, on ne s'en défait jamais, quoi. Et donc, il ne faut pas se planter quand on en choisit un, parce qu'il influence durablement notre pratique. Et ça, c'est très important. Donc, mon premier professeur, qui est Michel Desroches, donc au GAN, m'a appris les bases de l'aïkido, ce qu'il considérait les bases de l'aïkido. Ensuite, après ça, Alan Lolock, quelqu'un de totalement différent, pour moi un gentleman, quoi. Quelqu'un de très bon, de très gentil. Et puis avec cette expérience du Japon, il avait connu Sensei quand même, c'était pas rien. Et il partageait ça, un aïkido vraiment très 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 particulier, mais très efficace et en même temps très doux. C'est marrant, quand il est décédé, Elie Samdur m'avait demandé d'écrire un article à son sujet. Ce que j'ai fait, c'était d'ailleurs un challenge, mais c'était un plaisir. Et en réfléchissant, finalement, bien que Alan Lolock soit un gentleman très doux, je crois que les techniques les plus sévères, ou disons que les techniques qui m'ont fait le plus peur dans ma vie, étaient les siennes. Il y avait parfois une concentration dans le mouvement, une puissance, c'est pas un bon terme, mais comment dire, un côté incisif qui était vraiment très impressionnant, voire même effrayant parfois. On se disait, oh, je vais aller direct au sol et je ne sais pas comment je vais m'en sortir, quoi. Donc assez particulier, quoi, vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de le suivre le plus possible. Henry Kono, les deux étaient un peu de côté de la même pièce, ils travaillaient beaucoup ensemble, ils avaient été au Japon ensemble. Henry Kono qui a une approche tout à fait particulière aussi de l'aïkido. Donc ça c'était l'ouverture, quoi. Et puis l'accès au sensei quand même. Ensuite, l'école Shiba, là peut-être pas un prof en particulier, mais Simon Whitaker, des gens comme Glyn Davis, Bill Smith à l'UQR. L'école Chiba, c'était quand même assez particulier. Et c'était pareil, un challenge tout à fait différent. C'est pareil, Birmingham, le quartier général de l'UQS, c'est une ancienne église. C'est pas très bien chauffé. Il y a un côté un petit peu ancien, un peu vieillot. Un côté un peu formel aussi, un peu strict. Il fallait quand même, voilà, y aller, quoi. C'était quelque chose. Surtout pour quelqu'un comme moi qui venait de l'extérieur, quoi. Ensuite, Cyril Lagrasta, j'en ai déjà parlé, une générosité, une énergie incroyable sur un tapis, vraiment un niveau d'énergie que j'avais rarement vu. Et puis une générosité, il m'a tout de suite fait faire des cours, il m'a tout de suite donné des responsabilités dans son organisation, il m'a présenté des professeurs. Philippe Goutard, Philippe Goutard, une influence durable et profonde, quelqu'un qui m'a apporté, si ce n'est de la technique, en tout cas de la confiance, une certaine puissance, et un côté positif. Je crois que Philippe Goutard, c'est la première personne qui m'a fait vraiment un compliment sur mon aïkido. Quand il me disait c'est bien ce que tu fais. Ce qu'il ne voulait pas dire c'était bien dans l'absolu, mais c'était bien par rapport à ce que je pouvais faire. Et il reconnaissait ces petites victoires à chaque fois, qu'il y avait un petit progrès de fait. Et je veux dire qu'après des années d'enseignement de type coup de pied aux fesses, c'est vrai que c'était assez... j'avais besoin de ça à ce moment-là, quoi. Puis un côté il m'a apporté beaucoup de liberté et de confiance. C'est-à-dire que via une construction physique assez rigoureuse, une capacité de subir une technique n'importe comment, de n'importe qui, et de pouvoir, moi, faire ma technique sur n'importe qui aussi. Donc vraiment, c'est ça la liberté, c'est de pouvoir aller n'importe où et savoir que ça ira, quoi.
on a confiance en soi. C'est pas qu'on sait tout, on a plein de trucs à apprendre, mais au moins on sait qu'on va pouvoir gérer, quoi. D'ailleurs, j'ai pu aller à San Diego au dojo de Chiba Sensei et me sentir en confiance, quoi. Ça a été difficile, hein, ils m'ont pas fait de cadeaux, mais j'ai géré, quoi. Voilà, j'ai pas eu de problème particulier. Ça, c'est grâce à Philippe. Bon, après Philippe, bon, évidemment, Christian Tissier. Christian Tissier, c'est intéressant parce que c'est un petit peu c'est la boucle qui se boucle, quoi. Parce que bon, je me souviens, gamin, à regarder les vidéos à Bercy, à vouloir faire ce qu'il faisait, et puis bien plus tard, le rencontrer, et puis finalement pouvoir pouvoir étudier ce qu'il faisait. Puisque à l'époque, enfin bon, au GAN, c'était pas très bien vu d'aller au stage de Christian Tissier. On y allait, mais bon, on le disait pas. Et puis après, en Angleterre, tout ça, il n'en était pas question, quoi. Il n'y avait personne qui faisait ça. Donc finalement, le rencontrer, puis apprendre de lui, et surtout de ses élèves. Hein. Je ne dirais pas que j'étais un élève de Christian Tissier, je ne me suis pas beaucoup entraîné avec lui. Mais en tout cas, une inspiration, oui, clairement. Et petit à petit, bien que je n'étais pas son élève, petit à petit, via certaines choses, interviews, le contexte, de temps en temps, quand je passe à Paris, je l'appelle, et puis on se voit, je passe à son cours. Et voilà, il y a une petite relation qui s'est mise en place, si ce n'est technique, en tout cas une relation. Et Christian Tissier, c'est quelqu'un pour lequel j'ai le plus grand respect, parce que pour moi, c'est un rock, dans le sens où quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il dit je t'aide, il t'aide. Et vraiment, enfin bon. C'est quelque chose d'assez remarquable, quoi, surtout dans le milieu des arts martiaux. Dernièrement, je veux dire, j'avais un petit souci là, cet été pour mes stages, et plus de dojo tout d'un coup à Paris, problème, pas de salle, 2 semaines avant le stage. Bon, comme d'habitude, je dis à Christian, je vais passer à Paris, si tu es là, on peut se voir. Et je lui ai dit, bon, par contre, Paris, j'y serai peut-être pas beaucoup parce que mon stage, voilà, c'est pas gagné, j'ai plus de salle. Et tout de suite, il m'a dit, bon, bah écoute, si t'es coincé, t'as qu'à faire ton stage au cercle, quoi. Ce qui, moi, voilà, ça m'a beaucoup surpris. Et puis, bon, je sais pas trop quoi faire. Bon, le cercle Tissier, quand même, quelle légitimité, moi, j'ai à faire un cours là-bas. Mais bon, j'étais coincé. Et voilà, quand Christian il dit, voilà, je t'aide, il t'aide. Et donc il a mis le dojo à disposition. Alors le Daitoryu, bon, c'est quelque chose, j'avais un peu lu au niveau de l'histoire de l'aïkido. Je savais je savais pas ce que c'était, mais j'en avais entendu parler. Pour moi, l'image que j'en avais, c'était l'image qu'on a souvent, c'est-à-dire un truc assez rustique, assez violent, assez sévère, et que c'était bon, plus ou moins ce qu'avait appris Morihei Ueshiba. C'est tout, voilà, c'est tout ce que je savais. Et quand je suis allé au Japon la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Olivier Gaurin, un Français qui pratique depuis très longtemps, un ancien élève de Christian Tissier justement, qui vivait au Japon depuis très longtemps. Et lui faisait du Daitoryu. Et quand on s'est vu, il m'a dit, écoute, durant les semaines où j'étais au Japon, il m'a dit, le prochain week-end, il y a un stage de Daitoryu, est-ce que tu veux venir? Puis je dis, bon, bah, pourquoi pas, hein, je peux découvrir quelque chose, pourquoi pas, oui, au moins j'aurais vu. Donc il m'a emmené au stage de Daitoryu qui était sous la direction de Kobayashi Kyohiro, 8e dan du Takumakai. Et voilà, j'ai fait le stage. Bon, c'était long, je me suis rappelé, c'était long, c'était 4 heures. Les poignets étaient rouges à la fin. Il y a beaucoup de techniques. Je ne me rappelais pas de grand-chose. Et en plus, je ne parlais pas japonais à l'époque, donc voilà, je ne comprenais rien de l'explication. Mais en tout cas, c'était une expérience incroyable, quoi. Avoir accès à cet enseignement qui est quand même un petit peu encore confidentiel, c'était quelque chose. Et donc voilà, j'ai fait le stage, et puis ça s'est bien passé. Et puis après, je suis reparti à l'Ikikai, et puis je suis rentré en France.
Ensuite, quand je suis venu m'installer au Japon, j'ai repris contact avec Olivier, qui m'a d'ailleurs beaucoup soutenu au début, hein. C'était un peu difficile au début au Japon, et donc il m'a beaucoup soutenu, et puis il m'a dit, bon, maintenant que tu vis ici, il faudrait que tu continues à venir au Daitoryu, quoi. Puis j'ai dit, bon, oui, bon, je me rappelais un peu des poignets rouges, tout ça, puis j'ai dit, bon, écoute, ce serait dommage, encore une fois, de refuser ça. Donc j'ai dit, oui, je vais y aller de temps en temps. Et puis de temps en temps, j'y allais au stage. Donc c'était très intéressant, mais c'est pareil, hein, ça me passait, beaucoup de choses me passaient au-dessus de la tête. Mais j'ai quand même appris que ce professeur, Kobayashi Sensei, était quand même quelqu'un d'assez intéressant parce qu'il avait étudié avec Takuma Hisa, qui avait été élève de Ueshiba et de Takeda. Donc déjà, il y avait un peu d'aïkido dans l'histoire du groupe là. Et en plus, j'ai appris après que Kobayashi Sensei avait été élève au sensei, puisque Hisa Takuma lui avait écrit une lettre d'introduction pour qu'il aille s'entraîner à l'Aikikai. Donc il s'est entraîné avec Osensei, avec Kishomaru Ueshiba, avec Toei Sensei. Et il s'était aussi entraîné à l'époque au Yoshinkan, du vivant de Gozo Shioda. Donc quand même quelqu'un avec une expérience très importante, quoi. Un professeur de Daitoryu qui connaissait quand même très bien l'aïkido. Je me suis dit, ce type-là, quand il donne des conseils, quand il nous donnait des conseils, c'était toujours très pertinent, parce qu'il savait d'où on venait, et il arrivait à nous traduire le Daitoryu dans un langage qu'on comprenne corporellement. Et ce qui d'ailleurs nous a fait progresser très rapidement. Et donc voilà, mais bon, je ne cache pas qu'au début, oui, je traînais un peu les pieds pour y aller, quoi. Et petit à petit, bon, j'ai commencé à faire certaines connexions, certains points. Je me suis aperçu que ces points existaient en Aikido et qui pouvaient être mis en place et contribuer à la technique. Et une fois que j'ai commencé à faire des connexions, de plus en plus de connexions se sont faites. Le plaisir dans la pratique, dans l'apprentissage est venu et voilà, je me suis entraîné très régulièrement. Le Daitoryu informe ma pratique de l'aïkido, il informe ma pratique de l'aïki. Pour moi, l'aïki, c'est un concept global, et il se trouve que c'est la racine du Daitoryu de l'aïkido. Donc fatalement, il va y avoir des influences. Donc oui, ça a ouvert tout un tas de possibilités, vraiment, qui enrichissent, je pense, ma technique, qui rendent ma technique meilleure, plus juste. Maintenant, la question de l'évolution de l'aïkido est un petit peu différente. Le Daitoryu est considéré comme un Koryu. Et donc, en tant que tel, c'est un trésor qu'on veut fixer dans le temps. Et donc, toutes les écoles de Koryu ont ce problème, cette dualité entre fixer un bien culturel, mais en même temps, on ne peut empêcher les évolutions, puisque chaque soke de chaque Koryu va apporter des changements. Donc il y a cette dualité. Donc même si on fait un Koryu, c'est clair que les Koryu qu'on fait aujourd'hui, les techniques qu'on fait aujourd'hui seront différentes des techniques qui étaient faites dans le même Koryu il y a 100, 200, 300 ans. Donc il y a un changement. Il ne faut pas croire que c'est complètement écrit gravé dans la pierre. Ce n'est pas le cas. Il y a d'ailleurs certains soke de Koryu qui sont plus ouvertement innovateurs que d'autres. En ce qui concerne l'aïkido, on est dans un contexte différent. On est dans une volonté de diffusion, une volonté de toucher les gens, et on est aussi dans une volonté, je pense, de s'adapter au monde tel qu'il est actuellement. Donc l'aïkido n'est pas quelque chose de figé. C'est pas un bien culturel ou un trésor culturel dans le sens où on ne prend pas une photo et on dit c'est ça. Et moi, c'est ça que je trouve très bien avec l'aïkido, c'est qu'il y a tout un tas de façons de faire un aïkido juste. Moi, je parle souvent de justesse technique ou historique, mais il y a tellement d'autres façons pour l'aïkido d'être juste. Par exemple, un aïkido, quelqu'un qui enseigne l'aïkido dans une zone défavorisée, par exemple, et qui sort les gamins de la rue.
c'est un Aikido qui est totalement juste. Je pense que au sensei ou Kishomaru Ueshiba applaudirait des deux mains. Cet Aikido est totalement juste, totalement pertinent. Un Aikido qui se veut le plus historique possible sera juste de ce point de vue-là. Un Aikido qui se veut le plus efficace possible sera juste. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, des forces de sécurité, comment dire, des videurs, dont le travail c'est quand même d'assurer un peu la paix, mais pas de créer trop de dommages. S'ils arrivent à faire leur métier correctement et sans tuer personne ou blesser personne, c'est un Aikido qui est totalement juste. La justesse, c'est vraiment une question de contexte. Donc, fatalement, avec tellement de justesse différentes, il y a vraiment tellement de façons de faire de l'Aikido. Donc, fatalement, l'Aikido va se développer dans plusieurs directions. Mais encore une fois, un art martial, c'était comme un arbre. Il y a un tronc, et après, il y a plein de branches. Du moment que les lignées sont claires et respectées, les branches peuvent aller dans tout un tas de directions. Ça renforce même le tronc. Mais il faut être très clair sur la lignée. Qui a appris de qui, et qui fait quoi, et surtout pourquoi. Et quel genre de justesse est la leur. Et quand ça c'est clair, oui, l'art peut évoluer, et pour moi c'est plutôt une bonne chose. Oui, les points, les moteurs dans la technique peuvent être les mêmes. Mais les techniques sont spécifiques et strictes dans un art comme dans l'autre. Et pour moi, la seule façon d'étudier un art, quel qu'il soit, c'est de s'y consacrer. Et quand on est dans ce contexte, d'obéir complètement aux règles et aux partis pris de ce contexte. Je suis vraiment, en tout cas pour ma pratique, je ne crois pas au mélange. Donc quand je suis au Daitoryu, je ne fais que du Daitoryu. Et quand je suis à l'Aikikai, je ne fais que de l'Aikido. Et je mets un point d'honneur à ce qu'on ne dise pas de moi ah, il est en train de nous faire du Daitoryu ou ah, il est en train de nous faire de l'Aikido. Je sépare. Maintenant que les points soient communs aux deux arts, c'est logique, puisque l'un vient de l'autre. Mais vraiment, le nom des techniques, les attaques, les choses comme ça, sont différents, et donc je respecte ces critères. Pour moi, c'est la seule façon de bien respecter ce qu'on fait.